Ça fait maintenant plus de 6 ans que j'ai décidé de vivre dans mon van aménagé afin de me rapprocher de ce que j'ai tendance à appeler l'essentiel. Et dans ce film Expédition Cotentin, j'ai décidé de t'emmener au plus près du bout du monde. Pour te dire la vérité, j'ai cru comprendre qu'ici dans le Cotentin, il était possible de s'en rapprocher fortement. Alors j'ai pensé que filmer mes différentes étapes afin de te partager cette expédition te permettrait à toi aussi de toucher en quelque sorte ce bout du monde. Je te propose donc de t'installer confortablement et ensemble, nous allons, toi et moi, parcourir les routes de cette région de France pendant une petite heure. N'hésite pas à laisser une petite trace de ton passage en commentaire, à partager ce film et surtout, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il est maintenant temps de te souhaiter un bon visionnage. Alors, tu vas voir dans un instant le van sur ta gauche, sur ma gauche plus exactement. J'avais décidé, figure-toi, de prendre la moto pour partir et puis quelques heures avant mon départ, avec une météo qui devrait être capricieuse cette semaine, j'ai décidé de changer mes plans. Alors bon, c'est pas très grave, hein. Ce qui est juste marrant, c'est que j'avais vraiment tout organisé pour partir à moto et certains y verront une forme d'instabilité dans mon comportement. Moi, je dirais que c'est plutôt une sagesse de prendre le van. Donc voilà. Alors que tu sais, si tu as regardé ma dernière vidéo, que j'avais vraiment envie de partir à moto, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est ce que l'on appelle la possibilité de s'adapter. Je viens déjà de faire 4 heures de route et je peux te dire qu'en 4 heures de route, j'ai déjà eu plusieurs grosses averses, ce qui me laisse à penser que finalement, j'ai peut-être très bien fait de prendre le van. Je pense que si j'avais été à moto, j'aurais vraiment pas eu bon de tomber dans ces grosses averses. Alors regarde, attends, je te montre sur mon écran ici mon GPS. Il me reste exactement 54 minutes avant d'arriver au cimetière américain que j'ai envie de visiter. Alors j'ai vu sur internet qu'à 16h15 exactement, il y avait une cérémonie des couleurs. La cérémonie des couleurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est, on descend le drapeau américain je pense, et il y a probablement l'hymne américain ou quelque chose comme ça. Donc écoute, je sais pas, je vais aller voir ça de mes yeux vus dans 50 minutes, en espérant que la météo se sera remise d'ici 50 minutes. Allez, je te dis à tout de suite. Après plus de 5 heures de route, me voici arrivé au cimetière américain de Colville-sur-Mer. À peine débarqué dans ces allées, je ressens cette ambiance particulière de recueillement, et je peux te dire que c'est plutôt émouvant comme sensation.
Je dois dire que c'est quand même particulier de se retrouver ici dans les allées de ce cimetière américain de Colville-sur-Mer, où il y a toutes ces croix blanches. Elles sont au nombre de 9387, ce qui représente approximativement évidemment le nombre de morts qu'il y a eu lors du débarquement ici en Normandie le 6 juin 1944. Et c'est vrai que c'est tout à fait particulier, il y a une ambiance comme ça, il y a comme une obligation d'avoir un devoir de mémoire lorsque tu viens ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu, pour mon voyage au Cotentin, même si je ne suis pas encore au Cotentin, j'ai voulu passer par ce cimetière, parce que je pense que même si certains diront qu'on doit arrêter de parler de ces événements de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, je crois que ça serait une grosse erreur de faire ça. Donc voilà, on devrait tous avoir un travail de mémoire à son échelle évidemment. Et moi, bon, ben, je voulais mettre mon voyage à contribution pour justement te proposer cette découverte ici de ce cimetière de Colville-sur-Mer qui est tout à fait particulier. Et puis voilà. Je ne sais pas si tu seras particulièrement sensible à cette cérémonie, mais je peux te dire que sur place, malgré les centaines de visiteurs présents, le calme le plus complet était au rendez-vous. Et je pense que c'est une belle façon d'honorer les morts.
Alors évidemment, pour compléter mon travail de mémoire, je ne pouvais pas ne pas venir ici sur cette plage d'Omaha Beach. Alors c'est tout à fait remarquable parce qu'aujourd'hui cette plage est magnifique avec des couleurs dans la mer, avec des falaises au loin, des mouettes, etc. Mais lorsque tu connais l'histoire et que tu t'es renseigné sur le débarquement de Normandie et que tu sais qu'ici il y a eu, en tous les cas sur cette plage, plus de 3000 hommes morts, avec effectivement le jour du débarquement des milliers de navires, des milliers d'avions dans le ciel, etc. Tu te dis que ça devait vraiment être terrible à l'époque d'être présent sur cette plage. On ne s'en rend pas toujours compte et de plus en plus les nouvelles générations ne peuvent pas se rendre compte de ça, mais en réalité aujourd'hui on a cette chance, je parle pour moi, je parle pour toi, je parle pour plein de gens, on a cette chance d'être entre guillemets dans une Europe, entre guillemets, je mets bien ça entre guillemets, être dans une Europe quand même libre, alors qu'à l'époque tu avais 20 ans, tu étais obligé de partir au combat et tu savais dès lors que lorsque tu partais au combat, de toute façon que tu avais une chance sur 2, voire peut-être moins, de mourir, quoi. Donc voilà. Je suis très content quand même d'être ici parce que d'une certaine façon, je sais que lorsque mon grand-père, que j'appelais, figure-toi, bon papa, lorsque mon grand-père était vivant, il m'avait déjà énoncé plusieurs fois l'envie qu'il avait de venir sur ces plages du débarquement, lui qui a été prisonnier de guerre. On dit souvent dans la famille qu'il a été déporté en Allemagne, mais c'était pas en Allemagne, c'était en Pologne, mais il a été déporté dans un camp de travail tenu évidemment par les Allemands. Et c'est vrai que voilà, on se rend pas compte aujourd'hui de ce que nos anciens ont pu vivre. On se plaint parfois d'aise en réalité, alors que nos anciens ont vécu des choses abominables. Et c'est vrai que venir sur ce genre de lieu, c'est peut-être se rappeler que d'une certaine façon, il faut arrêter de se plaindre d'aise dans notre société où on est quand même, je le rappelle, d'une certaine façon assez libre. Alors voilà, je viens d'arriver ici à la pointe du Hoc. C'est un endroit qui est relativement connu évidemment dans l'histoire du débarquement de Normandie. Et alors, ce que je te propose maintenant, c'est de rejoindre le lieu d'une des batteries allemandes pour justement t'expliquer pourquoi cet endroit est connu et surtout ce qu'il s'est passé le 6 juin 1944 ici à la pointe du Hoc. Alors regarde, je profite d'un magnifique coucher de soleil en ce moment et je pense que toute ma semaine, ça va probablement être comme ça. Je vais passer entre les gouttes. Il y a un quart d'heure, c'était des grosses averses et je me suis dit bon ok, je file vers le Cotentin. Et puis entre temps, la météo a changé radicalement. J'ai vu le panneau La Pointe du Hoc et je me suis rappelé de ce qui s'était passé là-bas. Et je me suis dit finalement dans cet épisode numéro 1 de ma série Vers le Cotentin jusqu'au bout du monde, pourquoi pas t'emmener ici parce que c'est effectivement l'un des sites qui a quand même une histoire à raconter dans le cadre de ce débarquement de Normandie. Alors écoute, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire décoller le drone et alors je te reprends lorsque je suis sur cette batterie allemande. La pointe du Hoc est le nom donné à une petite avancée, un petit cap de la côte normande dans la mer de la Manche. Elle se compose d'une falaise de 30 mètres de haut, précédée d'une aiguille qui s'avance dans la mer et surplombe une plage de galets. Cette pointe fut le théâtre d'une opération du débarquement allié de Normandie le 6 juin 1944. Pour recontextualiser l'histoire, fin 1942, les Allemands avaient installé ici plusieurs canons de 155 mm capables de couvrir 2 des plages sélectionnées par les Alliés pour le débarquement. Conscients de la menace, les Alliés décidèrent de bombarder la batterie à plusieurs reprises avant l'assaut. Cependant, et afin de garantir sa complète destruction, des rangers américains se sont vus confier la mission d'escalader la falaise, de s'emparer des fortifications et de désarmer les canons. Après une ascension plus que périlleuse, à l'aide d'échelles en corde et de grappins, les commandos américains s'opposèrent aux artilleurs allemands dans une bataille sanglante. Une fois victorieux,
les rangers furent surpris de découvrir les bunkers vides et diminués de canons. Ils avaient été déplacés et cachés par les Allemands peu de temps avant. Après quelques recherches, les rangers les retrouvèrent cachés sur une route en contrebas avant de les détruire. Cette bataille de la Pointe d'Yoc est la première mission réussie des Alliés lors du débarquement de Normandie. Et encore aujourd'hui, comme tu peux le voir en ce moment, le paysage est presque lunaire à cause des bombes et obus de gros calibre tombés sur place ce jour-là. Si tu souhaites en savoir plus sur cette histoire de la Pointe d'Yoc, je te propose de retrouver en description quelques liens qui compléteront mon propos. Après ce devoir de mémoire que j'ai voulu te partager, il est maintenant temps pour moi de quitter cette région pour rejoindre enfin le Cotentin. Comme tu peux le voir, le soleil est en train de se coucher et je devrais arriver sur mon spot une fois la nuit tombée. Je te propose donc de te reprendre dès demain matin. Après avoir quitté la Pointe d'Yoc, je me suis dirigé vers le Cotentin. Et c'est assez tard dans la nuit que j'ai trouvé ce magnifique spot juste en face de la plage. Dès mon réveil, le spectacle était au rendez-vous. Et je peux te dire que c'est un peu ça aussi, la vie en van. Profiter du spectacle que la vie peut offrir à chaque instant. En ce moment au Cotentin, je suis arrivé hier soir et comme tu as pu le voir, je me suis garé juste en face de cette magnifique plage. Alors je suis pas très loin de ma destination du jour, Saint-Va-la-Hougue, qui se trouve juste derrière là-bas. D'ailleurs je pense que j'aperçois l'une des deux tours Vauban, on va y aller juste après. Mais j'avais envie, malgré l'heure matinale, il est 8h30, j'avais envie d'aller me balader quelque peu sur cette plage, d'autant qu'au loin je vois des chevaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, des chevaux avec des cavaliers. Et puis, il y a des gens qui ramassent des choses sur la plage. Et je me suis dit que j'allais aller voir ce qu'ils ramassaient. Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Donc voilà. Et alors, juste après, on prendra le van et on rejoindra Saint-Va-la-Hougue, qui est juste là-bas. Et puis, on fera une petite visite tranquille de la ville. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Des coques. Ah! Des coques. Et ça se mange? Oui. Elles sont pas faciles à trouver. Hein. D'accord. Et c'est dans mais c'est dans le sable. Mais bon, c'est pas facile à trouver. Hein. Et ça ressemble à quoi en fait? C'est ça. Ah voilà, d'accord, ok. Voilà, ok. Ça. Et vous les cuisinez comme si c'était une moule? C'est-à-dire ou... on les met un petit peu dans l'eau, on les lave, hein, d'accord. Et après on les laisse ouvrir toutes seules.
D'accord, On les décortique. Hein. d'accord. Voilà. Et ici, sur cette plage, on peut vraiment ramasser ça, il n'y a pas de pollution, il n'y a rien du Non. tout? Non, D'accord. parce que c'est analysé. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ok. c'est analysé. Il y a quelqu'un qui vient, le Tcherbourg là, qui vient, puis c'est analysé. D'accord, Donc, ok. c'est ça. Et vous faites ça depuis longtemps? Oui. Ok, et c'est ça que vous Voilà. êtes en pleine forme, c'est votre Il y secret? a une dimension à pondre. Alors celle-là, ça va. Hein. 2,7, c'est bon. D'accord, d'accord. Et oui, voilà, c'est ça. Ok. Ah bah c'est génial, bonne... Ben, on dit vous quoi dans aussi, ce cas-là? Bonne pêche? journée. Oui, vous aussi. Merci, merci. Je sais pas si tu vas voir le temps derrière moi, mais je ressens que aujourd'hui, une fois de plus, je vais devoir passer entre les gouttes. Alors c'est pas très grave, mais regarde-moi ça, ce beau coquillage. Magnifique, hein? Je pense que normalement, j'ai pas le droit de le prendre, donc on va pas le prendre, on va le laisser là. Mais c'est très beau. Des belles coquilles Saint-Jacques. Voilà. Un vaste la hougue ou Saint-Va-la-Hougue? Je sais pas comment ça se prononce. Et je suis exactement à 28 minutes. On va mettre le départ. Et voilà, on est parti. On va voir comment cette vidéo se déroule. De toute façon, je présume qu'il va quand même pas pleuvoir toute la journée. Hein. Donc nous allons essayer de passer à travers les gouttes. Voilà. En tous les cas, j'aime bien comme ça rouler le long des côtes. Je trouve que c'est vraiment génial. Tu as la mer à droite et puis bah, toi tu roules sur cette petite route. Me voilà de nouveau en route vers ma destination du jour, un village désigné en 2019 comme étant celui préféré des Français. Tu l'auras sans doute deviné, je file tout droit vers Saint-Va-la-Hougue. Bienvenue à Saint-Va-la-Hougue. Alors tu verras déjà premièrement juste là-bas, il y a une tour, la tour Vauban, qui se trouve sur l'île de Tatiou. C'est l'île que tu vois juste ici, mais ne t'inquiète pas, on va aller la visiter juste après. Et alors juste en face de moi, regarde, juste là, il y a une deuxième tour Vauban. Et donc on va aller voir ça maintenant. En tout cas, c'est super beau. Pour rejoindre l'île de Tatiou, il y a plusieurs possibilités. Soit tu prends un bateau amphibie, ou alors tu peux la rejoindre à pied en fonction du coefficient de marée. Quand la marée se retire, tu peux aller à pied avec des bonnes bottes, ça peut le faire. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on va devoir prendre le bateau. Alors c'est génial parce que j'adore ça. Et donc, on fera ça juste après. Là, maintenant, en direction la tour Vauban, le fort de la Hougue. La commune de Saint-Va-la-Hougue abrite un patrimoine exceptionnel, représenté par ces deux tours Vauban. Elles ont été inscrites à l'UNESCO en 2008 dans le cadre du réseau des sites majeurs de Vauban. Conjuguant l'observation et le tir à la mer, les tours constituent l'archétype des tours tronçonniques de défense côtière à batterie haute. Pour l'histoire, c'est à la suite de la bataille de la Hougue en 1692 que le roi Louis XIV décida d'accorder à Vauban les subsides nécessaires pour renforcer la défense de Saint-Va. La tâche fut donc confiée à son architecte, Benjamin de Combes, et c'est en 1699 que la construction des deux tours fut achevée. Depuis, les Anglais ne tenteront plus aucune descente sur le rivage Saint-Vastais. Je ne sais pas toi, mais moi personnellement, je suis toujours admiratif de ces constructions d'un autre temps qui résistent aux différentes époques et qui restent debout pour témoigner de l'histoire passée.
J'ai envie de me rendre tout au fond là-bas, il y a un phare. Donc je sais pas pourquoi, mais tu sais que moi j'adore les phares, donc on va aller voir ça ensemble. Je marche en ce moment sur cette jetée pour rejoindre le phare de Saint-Va. Je ne peux pas dire qu'il soit très impressionnant avec son hauteur de 5 mètres, mais il s'intègre parfaitement dans le paysage et comme tu le sais, j'adore ce genre de phare. Voici maintenant la chapelle des marins. Elle est dédiée à Notre-Dame Auxiliatrice, protectrice des marins. C'est ici que l'on peut retrouver de nombreuses plaques commémoratives de disparus en mer. Et encore aujourd'hui, de nombreuses familles viennent s'y recueillir, en atteste la présence de ces bouquets de fleurs. Après une petite marche autour du port, j'attends maintenant le Tatiou 3, qui est le bateau amphibie qui va me permettre de rejoindre l'île de Tatiou. Une fois embarqué dans le bateau, le départ se fait rapidement, et je vais en profiter pour te raconter l'origine du nom de l'île. Il viendrait des Vikings. Tati serait le nom d'un des chefs vikings, et Ou voudrait dire une terre entourée d'eau. Entendons donc par Tatiou, une terre entourée d'eau appartenant au chef viking Tati. Je rentre à l'instant même dans le lazaret, entend par lazaret, évidemment il faut se remettre à l'époque, entend par lazaret un endroit dans lequel les marins ainsi que leur cargaison étaient en quarantaine. Alors évidemment le nom lazaret, la signification, on n'est pas tout à fait certain, mais ça pourrait venir du saint patron des lépreux, Saint Lazare, parce que effectivement dans les années 1720 la grande peste faisait des ravages dans le sud de la France, et donc l'administration de l'île de Tatiou, pour éviter que la peste se propage dans le nord de la France, eh bien, a décidé de créer ce lazaret de façon à mettre ces marins ainsi que leur cargaison en quarantaine. Alors lorsque tu rentres ici, la toute première chose que tu te dis rapidement, c'est tiens, c'est étonnant, il n'y a pas énormément de vent. Eh bien c'est tout à fait normal parce que ici, tu as des murs d'enceinte qui protègent complètement l'endroit. Et en plus de ça, ce qui est assez intriguant, c'est que tu as des plantes aromatiques un peu partout, parce que évidemment à l'époque, pour pouvoir combattre la peste, eh bien on brûlait des herbes aromatiques, et donc ici on retrouve toutes ces herbes aromatiques. Effectivement, les gens pensaient à l'époque qu'on pouvait combattre la peste avec des systèmes de fumigation. Et c'est pour ça que tu as des herbes aromatiques un peu partout ici.
Ce jardin d'acclimatation te fera voyager avec cette flore inattendue venue de différentes régions du monde. Et je peux te dire que me balader dans ces allées m'invite totalement à la flânerie. Mais comme tu le sais, j'ai un épisode à tourner. Et donc, direction la tour Vauban de l'île Tatiou. D'une hauteur de 21 mètres de haut et de 20 mètres de large, cette tour guerrière au temps de Louis XIV est devenue paysagère et emblème de Tatiou. Le fort de l'Îlet, que tu vois en ce moment, est interdit au public, et ce sont les oiseaux qui règnent ici en maître. On pourrait croire à son aspect sévère qu'il servait autrefois de prison, mais cela n'a jamais été le cas. Me voici au sommet de cette tour Vauban. Alors, il va y avoir du vent, désolé, mais la vue ici est très belle, hein, c'est impressionnant. Regarde, on a une belle vue sur le fort, juste en face, qui est juste là. Et je pense que l'autre tour Vauban devrait être... Ah ben voilà, regarde ici, on la voit. Je sais pas si toi tu vas la voir. Attends, j'essaie d'être dans le bon angle de vue. Juste là-bas tout au fond. De mémoire, je pense que cette tour Vauban fait 28 mètres de haut. Mais je te parle vraiment de mémoire, hein. J'aurais peut-être dû marquer ça sur des fiches, tu sais. Allez, on reprend la route. Pour terminer cette visite de Saint-Val à Hougue, eh bien, je me suis dit que j'allais aller me balader dans ce parc à huîtres, étant donné que nous sommes à marée basse en ce moment, la mer est en train de se reculer, elle va se reculer encore pendant environ 2 heures jusqu'à 20 heures, il est 18 heures en ce moment, et donc là je suis en ce moment présentement dans ce parc à huîtres. C'est assez impressionnant de se dire qu'il y a quelques heures ici, la mer était à mon avis plus haute que moi, donc je vais aller voir de plus près à quoi ça ressemble. Donc là on le voit, hein, tout autour de moi. Je vais faire décoller le drone maintenant, comme ça tu auras une vue d'ensemble, et je vais essayer d'aller rejoindre là-bas plus loin des travailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je présume que c'est pas à cette heure-ci qu'ils enlèvent les huîtres de leur filet. À mon avis c'est probablement tôt le matin, mais je te propose d'aller voir ça de nos yeux vus, j'allais dire de mes yeux, mais finalement tu regardes cette vidéo, donc de nos yeux vus. On va aller voir ça maintenant. Combien de temps ça prend pour arriver à une taille adulte, ces huîtres? 3-4 ans. 3-4 ans? Ok. Wow. C'est ce qui s'appelle faire du tractor stop. Je les ai vus passer vers moi, alors je me suis dit je vais les accompagner pour revenir à mon point de départ. Ils étaient très sympas, mais il y a beaucoup de vent, alors j'ai pas fait d'interview. Et puis bon, ces fins de journée, ils sont un peu claqués, on va les laisser se reposer. Mais très chouette ces personnes, franchement super sympa. Malheureusement, il est en train de pleuvoir, donc je vais devoir arrêter de filmer. De toute façon, c'est la fin de journée. Donc écoute, je voulais juste te montrer ces filets avec ces huîtres. Alors regarde, je m'abaisse. Elles sont comme ceci, dans des filets, disposés le long de ce parc à huîtres. Et ça leur permet, si tu veux, de se nourrir lorsque la marée vienne sur elles. Donc à marée haute, elles se nourrissent. Et puis bon, elles évoluent comme ça pendant 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans, elles sont récoltées. Et puis bon, ça part dans le système, évidemment, calibreuse, etc. Et puis bon, celles qui sont pas
pour la consommation, elles sont rejetées en mer. Et puis bon ben voilà, en tout cas c'est un beau métier, ce métier de pêcheur d'huîtres. Après avoir passé une magnifique journée ici à Saint-Valahougue, j'ai décidé de continuer ma route avec toujours cette idée de rejoindre le bout du monde. Le spot sur lequel j'ai décidé de passer ma nuit n'est plus très loin d'ici. Je te propose donc de le rejoindre et je te reprends demain matin dès mon réveil. Alors j'ai en face de moi un magnifique phare, le phare de Gatteville. Regarde ça comme il est magnifique. C'est un phare qui est assez étonnant dans la mesure où il est comme une sorte de calendrier. C'est un phare qui a 12 niveaux comme les 12 mois de l'année. C'est un phare qui a 52 fenêtres comme les 52 semaines du calendrier. Et évidemment, tu t'en doutes, il y a exactement 365 marches pour atteindre le niveau supérieur. C'est un phare qui a été construit en 1835. La construction a duré pendant 5 ans et je pense qu'il a été l'un des phares le plus haut, si pas le plus haut pendant pas mal de temps avant d'être détrôné par un phare qui se trouve sur l'île Vierge dans le Finistère. Je te parle de mémoire à vérifier, mais je pense que c'est plus ou moins exact. Ce phare, dont la construction s'est achevée en 1835, est aujourd'hui le deuxième plus grand phare d'Europe. L'édification de ce cierge de pierre a nécessité 11 000 blocs de granit représentant 7 400 tonnes de pierre de taille. Aujourd'hui encore, ce phare est ouvert au grand public et depuis son sommet, les visiteurs peuvent admirer le magnifique panorama sur le Val de Serre et la mer de la Manche. Si le cœur t'en dit, n'hésite pas à retrouver en description de cette vidéo les informations complémentaires pour préparer toi aussi un jour ou l'autre ta visite. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais lorsque tu es ici au nord-est du Cotentin, tu as l'impression d'être au bout du monde avec ce phare de Gatteville. C'est, je sais pas, c'est assez remarquable comme expérience. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ça. Dis-moi en commentaire aussi si tu connaissais ce phare ou pas. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié ces images de drone. En tous les cas, il est temps pour moi maintenant de repartir d'ici et nous allons aller ensemble, doucement mais sûrement, vers Barfleur, qui se trouve pas très loin. Je pourrais aller à pied, mais comme je suis limité dans le temps à cause de cette météo, je vais prendre le van et je te retrouve une fois que je suis sur place. De retour sur la route et en direction de Barfleur, je profite de ce moment pour te rappeler de t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout de laisser une trace de ton passage en commentaire de cette vidéo. Eh bien me voici arrivé maintenant à Barfleur. J'ai décidé de commencer cette visite de ce petit village français par le port de Barfleur. Alors ceci est ce que l'on appelle un port d'échouage. On entend par échouage le verbe échouer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 fois par jour, quand la mer se retire, eh bien tous les bateaux que tu peux voir ici sont comme échoués dans le port. Donc on appelle ça effectivement un port d'échouage. Alors c'est vrai que Barfleur a été connu à une époque pour ses moules sauvages, les moules de Barfleur. Je vais aller un peu plus loin pour t'en parler parce que c'est une histoire qui me paraît être tout à fait intéressante.
La mer est à marée haute en ce moment, mais je vais me rapprocher d'elle pour pouvoir te parler de cette fameuse moule de Barflore. Alors, à une époque, ici à Barflore, il y avait un mets, comment dirais-je, très convoité. C'était cette fameuse moule de Barflore, une moule sauvage, car en réalité, ici dans la région, tu dois savoir qu'il existait à une époque des gisements mouliers. C'est-à-dire que, contrairement à des moules d'élevage, ici, les moules étaient complètement sauvages. Je pense qu'il y avait 5-6 gisements mouliers un peu partout dans la région, mais depuis les années 2010-2015, à cause d'une pêche probablement excessive et certainement le dérèglement climatique, etc., la température des mers, des océans qui augmente, eh bien cette fameuse moule sauvage de Barflore a petit à petit disparu. Alors ça ne veut pas pour autant dire qu'aujourd'hui tu ne peux plus déguster la moule ici, la moule normande ici à Barflore, simplement ça sera de la moule de Bouchot probablement, qui est d'ailleurs présente sur certaines plages comme la plage d'Utah Beach, hein. Mais en tous les cas pour la moule sauvage, malheureusement c'est trop tard à cause de comportements excessifs de pas mal de personnes, de pêcheurs, etc. Eh bien on peut dire que la moule de Barflore, la moule sauvage de Barflore a disparu depuis eh bien probablement une dizaine d'années. Je savais qu'en visitant Barflore, je tomberais probablement sous le charme de ce petit village côtier. Et je peux te dire que c'est véritablement le cas. Évidemment, et avec un peu de hauteur, tu pourras apprécier cette magnifique vue sur cette église romane qui porte le nom d'église Saint-Nicolas, le saint protecteur des marins. Ce que tu vois à présent à l'écran est la station de sauvetage en mer, créée en 1865 sous le nom SCSN, la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés, qui deviendra la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, en 1967. Aujourd'hui, tu pourras apercevoir au loin l'amiral de Tourville, qui est le canot tout-temps de la station de sauvetage. Je ne sais pas toi, mais moi personnellement, ma curiosité me pousse à franchir la porte de la station pour en savoir plus. Je te propose donc d'aller ensemble découvrir l'intérieur des lieux. Vous êtes ici? Oui. Là, il y a un des courants les plus importants d'Europe. Là, vous avez toute une zone de cailloux, là. Donc c'est très très dangereux. Et il y a même un roi qui a perdu sa fille et son fils dans un naufrage. Le roi Henri III, je crois. D'accord, et c'est ce qui a expliqué alors que cette société de sauvetage en mer a pris naissance ici en particulier? Oui, c'est une des premières, en 1865. 1865. Avec l'hôtel. Et combien d'interventions vous avez par an aujourd'hui en général? On est à 15 à peu près depuis le début de l'année. 15 interventions? Oui, et on est à 602 ou 3 sorties de la station. Et on explique par quoi les interventions que vous faites aujourd'hui, l'imprudence des gens ou... Non, il y a un peu de tout. Hein. Enfin, souvent c'est la plaisance l'été, et l'hiver c'est plutôt la pêche. Il y a moins de plaisance et plus de pêcheurs à la mer. Parce qu'ici vous êtes en baie de Seine, ça commence à Barfleur, ça va jusqu'au Havre. Et la baie de Seine, c'est réputé pour les coquilles Saint-Jacques. Ça ouvre mi-octobre. Toutes les personnes qui travaillent ici à la station de sauvetage en mer, ce sont des bénévoles. Vous êtes des bénévoles, entièrement des bénévoles. Il n'y a qu'à Paris où ils sont payés les salariés. D'accord, d'accord. Ok. Ben, merci pour votre gentillesse, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Alors ici, je suis dans la rue Saint-Nicolas. C'est une rue très spéciale parce que c'est, figure-toi, à l'époque, la rue dans laquelle habitaient les pêcheurs. Ce pourquoi tu as effectivement toute une série de maisons en pierre bien typiques de la région. Et alors, sur ces maisons, tu as des plaques réalisées en poterie. Donc c'est de la poterie d'art, je vais dire ça ainsi. Et sur chaque toiture, tu as, au niveau des tuiles faîtières, tu as effectivement des sculptures faites en poterie, comme ça,
ça, je trouve ça super beau. Alors ce que je te propose de faire, c'est de faire voler le drone pour te faire un petit tour et pour te montrer plus exactement à quoi ça ressemble. Tu verras, c'est très original comme concept et je trouve ça super intéressant. Alors sur chaque maison, tu as aussi comme ça des plaques au niveau de leur numéro et en général, il y a toujours une forme particulière, un crabe ou autre. Enfin, c'est vraiment beau à voir en vrai. Avec cette démonstration de poterie d'art, j'aurais tendance à vouloir te dire que, à mon sens, ce village de Barfleur est un véritable musée à ciel ouvert. Et si comme moi tu viens visiter un jour ou l'autre ce village, je te propose de te perdre dans les rues à la recherche de ces plaques. Tu pourras ainsi vivre l'expérience d'une chasse au trésor. Et si tu es un fin observateur, tu pourras même y voir sur les toits en pierre de cette région de magnifiques tuiles faîtières qui te rappelleront probablement l'art de la dentellerie. Il est maintenant temps de me diriger vers le port Racine, qui est réputé comme étant le plus petit port de France. Ce lieu empreint de poésie et d'une rare beauté rappelle les côtes irlandaises, et ce n'est sans doute pas par hasard que l'on surnomme le Cotentin la Petite Irlande. Pour l'histoire, le charme fou de ce port Racine que tu vas découvrir dans un instant avait séduit le poète Jacques Prévert, qui avait même acheté une maison dans les environs. Bon, laisse-moi juste le temps de garer mon van et je te reprends une fois sur le port. Ce port Racine, c'est un peu comme le port de ce matin à Barfleur, c'est un port d'échouage. Comme tu l'as appris ce matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la marée se retire, à marée basse, eh bien les bateaux, les barques sont comme échoués comme ça dans le port. Alors ici, la marée n'est pas en train de monter, elle est en train de redescendre, mais il lui faut quand même approximativement 5-6 heures pour redescendre. Alors je ne vais pas attendre ici, mais ce qui est sûr, c'est que sur Google Images ou sur YouTube, tu peux voir des images de port Racine lorsque les barques et les bateaux sont échoués dans le port. C'est assez impressionnant et ça peut être très sympa de venir s'y balader avec des bonnes bottes. Lorsque j'ai imaginé mon voyage au Cotentin, j'avais une idée en tête, rejoindre le bout du monde. Et au plus les jours passent, au plus je ressens cette sensation d'y être enfin arrivé. Je me dirige maintenant vers la pointe de la Hague. C'est ici que je vais pouvoir observer le rat blanchard, qui est l'un des courants marins les plus puissants d'Europe. Et bien pour terminer cet épisode, j'ai décidé d'arriver ici à la pointe de la Hague, mais malheureusement il y a beaucoup trop de vent, impossible de faire voler le drone. Enfin j'ai essayé, mais le drone se fait emporter par des rafales de vent. J'avais l'envie de te filmer ce phare au loin. Le problème c'est que si je vais jusque là avec mon drone, je peux dire bye bye au drone, impossible de le ramener. Après cette magnifique journée,
Je ressens cette impression que j'arrive doucement mais sûrement au bout du monde. Je te propose donc de te reprendre demain matin, dès mon réveil. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lever très tôt pour te faire découvrir le Nez Djobour que tu peux voir en ce moment à l'arrière-plan. C'est l'un des sites naturels les plus visités de la Manche et ses falaises sont parmi les plus hautes d'Europe continentale. Ici, peu importe la météo, le spectacle sera toujours une rencontre pure et simple avec la puissance des éléments et la beauté de cette nature. Comme tu le sais, en partant au Cotentin, j'étais à la recherche du bout du monde et je pense que j'y suis enfin. Je te laisse donc apprécier ce spectacle et je te reprends juste après. Ici, c'est un très bel exemple du pourquoi il faut apprendre à réussir à se lever tôt, parce que je sais que c'est pas toujours évident quand on est fatigué de se lever tôt. Regarde ici, moi j'ai travaillé toute une partie de la nuit pour mon épisode 1 sur le Cotentin, et finalement, quand j'ai décidé d'aller dormir, il était très tard et je me suis dit je vais jamais réussir à me réveiller, mais je regrette pas du tout parce que regarde le spectacle. C'est très sérieusement magnifique, de toute beauté, avec ces nuances de couleurs ici dans la mer, c'est incroyable. Bon après c'est vrai que j'ai des petits yeux, on voit que j'ai pas beaucoup dormi, mais bon, j'aurai le temps de me reposer quand je serai au cimetière. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ce Nez Djobour est particulièrement impressionnant. Tu as quand même cette impression d'être au bout du monde, ici dans le nord-ouest du Cotentin. C'est magnifique et je pense que c'est probablement typiquement ce genre d'endroit que je suis venu chercher durant ce voyage. En tous les cas, c'est magnifique. Ce décor fantastique à plus de 128 mètres au-dessus de la mer est sans doute le point d'orgue de mon voyage ici au Cotentin. Véritable caméléon des saisons, le Nez Djobour s'habille du jaune des ajoncs au printemps, du violet des bruyères en été et du roux des fougères à l'automne. Les paysages dessinés par les vents et les vagues vont de dunes en falaises et de landes en plages de galets. On peut même dire que le bout du monde est ainsi fait. Ce cadre vertigineux cache les grottes du Lion, de la petite église et de la grande église, au pied desquelles nombre de navires sont, jadis, venus s'échouer. Selon certaines légendes locales, elles auraient même servi de refuge à des contrebandiers de tabac. Regarde-moi ça, ces magnifiques petits escargots qui, comme moi et probablement comme toi, profitent du paysage ici sur le Nez Djobour. Un endroit remarquable.
Ce GR me fait vraiment penser, tu sais, au GR 34 en Bretagne. Je connais pas le nom de ce GR, mais ça me donne vraiment l'envie, tu sais, un jour ou l'autre, de prendre mon sac à dos et puis de partir comme ça sur ce genre de chemin, l'espace de, je sais pas moi, une semaine ou deux. Parce que je ne sais pas si tu connais l'expression, mais il paraît que s'éloigner de tout rapproche quelque peu de l'essentiel. Alors c'est vrai, c'est une expression qu'il faut remettre dans son contexte, hein. Il ne faut pas se priver de tous les plaisirs de la vie, évidemment, mais de temps en temps, s'octroyer des bulles comme ça, hors du temps, ça permet de, ben oui, effectivement, d'apporter un peu d'essentiel dans sa vie, et puis de réfléchir à des notions qui me semblent être importantes, des grandes questions philosophiques, etc. Donc je sais que malheureusement, trop peu de gens s'octroient cette liberté de penser, cette liberté de voyager, cette liberté de réfléchir à plein de questions sur le monde. Et je pense que c'est tout à fait ce qu'un voyage te permet de faire. Un voyage en couple, en famille, en solitaire, mais en tous les cas un voyage en tant que tel, ça te permet vraiment de t'aérer, de t'oxygéner. Alors évidemment, quand tu es dans ce genre d'endroit, tu vas me dire c'est quand même beaucoup plus facile que si j'étais en plein centre de Paris, évidemment, mais voilà, d'où pourquoi l'importance de voyager dans ce genre d'environnement et de lieux plutôt que d'aller visiter des grandes villes, etc. Ça n'a pas vraiment de grand intérêt. Après t'avoir partagé cette vision très personnelle du voyage, il est temps de reprendre la route. Et ma prochaine destination risque de te surprendre. Le magnifique décor que tu vas voir ici sur ma gauche, c'est la maison du biscuit. C'est une halte presque obligatoire quand tu viens au Cotentin. C'est une biscuiterie artisanale qui a été créée en 1903 par Paul Burnouf. Excuse-moi, j'espère ne pas déformer le nom. Alors en réalité, ce décor, presque décor de cinéma que tu vois ici, il a été créé à la demande de Marc Burnouf pour pouvoir, entre guillemets, reproduire l'ambiance d'une des rues de son quartier d'enfance. Donc ce que tu vois là est vraiment un décor, hein. C'était pas comme ça à l'origine. Ce bâtiment en réalité est une ancienne laiterie qui à l'abandon a été rachetée par la société Biscuiterie du Cotentin, qui est devenue effectivement la maison du biscuit, je pense dans les années 80-90 sans certitude, et aujourd'hui c'est une véritable référence en matière de biscuits normands. Alors si tu es prêt, eh bien, je te propose d'aller visiter ça maintenant. Je pense que c'est la 5e génération avec Kevin Burnouf en ce moment. Je ne sais pas si j'aurai la chance de le croiser, mais en tous les cas, si toi tu as cette chance de venir au Cotentin, eh bien n'hésite jamais à faire une halte ici à la Maison du Biscuit. Tu vas retrouver évidemment en description de cette vidéo toute une série d'informations pour retrouver l'adresse, etc., les heures d'ouverture. Et puis ben voilà, je pense qu'il est temps de se rendre à la Maison du Biscuit. Je ne sais pas si nous aurons les mêmes souvenirs, mais lorsque j'étais plus jeune, dans le garde-manger de mes grands-parents, il y avait toujours de bonnes gaufrettes et une bonne odeur de beurre se faisait ressentir. C'est un peu cette sensation de ressentir les bonnes odeurs de beurre et de gâteau que j'ai ressenti ici. Et rien que pour ça, je suis hyper content d'être venu découvrir cette maison du biscuit. Je t'emmène maintenant à Gouville-sur-Mer, une commune connue pour être la capitale de l'huître de pleine mer. Mais c'est surtout pour ces magnifiques cabines de plage colorées que j'ai décidé de m'arrêter ici. Et tu seras sans doute d'accord avec moi, le spectacle est de toute beauté. J'arrive à l'instant ici à Gouville-sur-Mer et tu vas voir que tout autour de moi il y a des petites cabanes qu'on appelle des cabines de plage avec des toits colorés. C'est ce qui fait un peu la réputation ici de Gouville-sur-Mer. Alors c'est vrai que c'est très sympathique. Pour l'histoire, tu dois savoir que c'est au 19e siècle qu'un hôtelier de la région a décidé d'installer une cabine ici dans ces dunes
pour pouvoir faciliter la baignade de ses clients. Et puis petit à petit, effectivement, les riverains ont décidé de suivre le pas, ce qui fait que ça a donné lieu à l'installation de ces cabines que tu vois tout autour de moi. Dans les années 70, 70, eh bien évidemment, les pouvoirs politiques en place ont légiféré en interdisant l'installation de nouvelles cabines, ce qui fait que les cabines qui sont ici présentement, c'est vraiment entre guillemets une denrée rare qui se transmet presque de génération en génération, et c'est pour cela que les propriétaires de ces cabines en prennent vraiment soin. Chaque année, ils viennent, ils dépoussièrent l'intérieur, donnent un petit coup de balai, remettent en couleur les toitures. Ils ont l'autorisation de mettre les couleurs qu'ils veulent, sauf évidemment du noir. La seule condition pour pouvoir remettre en couleur la toiture, c'est que la couleur utilisée doit être une couleur vive. Alors évidemment, je n'ai pas la possibilité de te faire visiter une de ces cabines, mais regarde, il y a en général une petite fenêtre ici qui donne une magnifique vue sur la Manche, avec au loin l'île britannique de Jersey. Et donc c'est vrai que quand tu viens ici en famille l'été, eh bien tu sors probablement des tables et des chaises, tu t'installes et puis bon ben voilà, tu bénéficies d'un magnifique paysage et surtout d'une belle occasion de passer un moment en famille ou entre amis avec ces paysages qui sont vraiment magnifiques. Comme je l'ai toujours pensé, oser apporter de la couleur dans sa vie est probablement une très belle chose à faire. Et c'est sans doute pour cela qu'ici à Gouville-sur-Mer, ces cabines de plage sont véritablement considérées comme un bijou du patrimoine local. Avant de repartir vers d'autres aventures, j'avais l'envie de découvrir une plage bien connue de la région. Me voici donc maintenant sur la plage de Barneville-Carteret. Il paraît qu'elle incarne tous nos rêves et que l'on peut au loin apercevoir de grands dauphins. Et je dois dire que, avec ces grandes vagues qui arrivent vers moi, c'est un bonheur à l'état pur. La plage dite de la Potinière est encore aujourd'hui bordée par une enfilade de pittoresques cabines de bain, blanches et bleues, qui nous zappent vers l'insouciance. Et si le cœur t'en dit, tu pourras même emprunter un sentier côtier jusqu'au phare de Carteret qui guide les marins depuis 1839. Et bien voilà, c'est ici que ce film, Expédition Cotentin, se termine. J'espère que tu auras pu, en ma compagnie, faire un excellent voyage au bout du monde. Et pour ma part, je te dis à la prochaine. D'ici là, prends bien soin de toi. Salut.
day.